Donc bienvenue à tous à cette table ronde sur l'utilité des objets connectés. Donc, nous avons eu la chance d'avoir tout à l'heure plusieurs exposés de Salomon, et dans la préparation de cette journée, c'est eux qui étaient demandeurs d'une table ronde sur ce sujet, en disant il y a beaucoup de sociétés qui font des objets connectés pour le sport. Est-ce que c'est sérieux? Nous, si on se lance, on fera quelque chose de sérieux. Je crois que c'est bien ça. Donc c'est bon à savoir que le marketing, c'est pas tout pour tout le monde. Il y a des objets qui sont clairement des objets marketing et il y a des objets qui reposent sur de la science du pur et dur et à laquelle on croit. Et c'est un peu le but de cette table ronde, c'est essayer de comprendre dans le monde d'aujourd'hui l'utilité de l'objet connecté. Est-ce qu'il a des limites? Est-ce qu'il n'y a que du marketing derrière? Est-ce que les maths peuvent apporter quelque chose par rapport à ce qui se fait aujourd'hui? Donc pour cette table ronde, nous avons un panel de gens assez divers qui viennent de 3 sociétés. Donc on va commencer par Stéphane Valentin qui représente Huawei. Donc chacun va se présenter, 2 startups autour de lui. Et moi et Eric Guichard qui menons une vision, disons, plus académique et on va essayer de vous apporter la contradiction. Voilà, donc ce que je propose pour commencer, c'est que chacun se présente. Je pense que c'est mieux si vous vous présentez vous-même plutôt que ce soit moi qui le fasse. Et donc je vous laisse prendre quelques minutes pour vous introduire. Sachant que la table ronde est en français et que Stéphane a l'honneur ou l'autorisation de parler anglais, mais on prendra les questions a priori en français ou en anglais si vous préférez les poser en anglais. Merci. Sorry for speaking English. I promise I understand everything, and I promise I will learn French in the next 20 years. So let me start. So I'm an engineer principal at Huawei here in Paris, so with the Mathematical and Algorithmic Sciences Lab. And we do algorithms based on user data. But sorry, maybe you can put your Huawei, because this is not... Yeah, I know. And we're working with plenty of user data, in particular also with data from smartphones. And I would like to introduce a recent project that we have done with a university in UK. I think it's easiest to start with this, so that you get a feeling what we are doing. I can switch this off. So we have recently decided to publish a large data set to the scientific community. So you can download and use this data if you want. It was measured in UK. It includes 8 transportation classes. So walking, running, cycling, and public transportation. What we published is, I don't know why this is happening, but okay. What we have published is about 700 hours of this data. Let me start. Sorry about this. We have this here as well. And overall, we are going to publish more, so we are in the process of cleaning this data. Overall, we have 3,000 of hours. Unfortunately, not so much running, so I hope some of the guys here may help us later with completing the running part. What we have done with this data is we have used it for user activity classification with the help of deep learning, so with convolutional neural networks. For now, we are in the upper 90% regime for real-time classification. So this is different than, for instance, what Google does. They don't do real-time. We want to know in real-time what the user is doing on the phone. Going above 95% is pretty hard with the quality of what you have in smartphones, with the sensor data you have there. Although we have seen a large improvement in inertial sensors in smartphones in the recent years, for instance, last year basically
all new models, they have 1 kilohertz, while before they had 100 or even only 10 hertz of measurement frequency. That is still not enough, so we are working on the sensors. We want to understand applications better to see how we can improve the sensors and to see which sensors we should improve. And then when we understand the applications, then we want to understand more what the user is doing, and this is why I was very, very happy to see all these physical motion models today, because they may help us even with these simple tasks or comparably simple tasks like user activity classification. Okay, there's a little introduction of what we are doing. Maybe I just pass it to... Or you can switch it off and... No, that's fine, we can go to the left. Bonjour à tous, donc, je suis Fernando Romao de la société PIC. PIC est une société qui œuvre dans le domaine des objets connectés. Donc, le produit que l'on met sur le marché, c'est celui-ci. Donc c'est un produit qui, pour faire le parallèle avec ce qui a été expliqué auparavant dans le domaine des téléphones mobiles, intègre d'une façon extrêmement miniaturisée des capteurs, une capacité de calcul propre. C'est un terme qui est à la mode actuellement de edge computing, donc c'est ce que l'on fait ici, c'est-à-dire que tous les calculs, reconnaissance, calculs de trajectoire sont effectués dans le boîtier. Donc que fait-on avec ce boîtier? Donc il est dédié... Le microphone fonctionne mal. Donc il est dédié au domaine du... Un peu plus loin, d'accord. Donc ce produit-là est un petit boîtier donc, qui comporte un certain nombre de capteurs qui est disposé à différents emplacements du corps en fonction du sport qui est pratiqué. Donc aujourd'hui on a 5 sports, on a le golf, le tennis, la boxe, le kitesurf, et j'en oublie un, donc, qui me reviendra plus tard. Donc pour chacun de ces sports, l'objectif c'est de pouvoir classifier les différents mouvements effectués par les personnes. Par exemple, durant une session de boxe ou de tennis, combien j'ai fait de coups droits, combien j'ai fait de coups d'uppercut, enfin pour le cas de la boxe par exemple, de façon à avoir des statistiques, et également de calculer les métriques associées à ces mouvements. Par exemple, avec quelle vitesse j'ai frappé, avec quel effet j'ai mis quand j'ai fait par exemple un mouvement au niveau du tennis. Donc aujourd'hui, on est focalisé sur ce produit-là qui est un boîtier qui a été développé en propre par la société PIC. Et l'objectif que l'on a maintenant, c'est d'étendre cette activité-là à d'autres objets, donc à faire bénéficier le marché installé par exemple des montres connectées ou des téléphones, pourquoi pas, dans lequel on pourrait intégrer nos logiciels, nos algorithmes de reconnaissance de mouvement, de calcul de métriques, de façon à étendre le marché à autre chose que le marché propre des objets qui ont été créés par PIC. Donc le marché des montres par exemple. Qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus en introduction brève? Le fait que dans notre cas de figure, on est dans le cas de figure d'un objet grand public, donc on ne peut pas se permettre pour une personne qui va faire du sport par exemple, de lui donner la contrainte de mettre des capteurs, des boîtiers à différents emplacements du corps. Donc il a un seul petit boîtier qu'il met à un endroit qui est stratégique, qui est défini par un accessoire qui est livré avec le produit. Et en fonction donc de cet emplacement-là, on doit être capable de remonter à une cinématique relativement idéalement complexe. On a vu aujourd'hui des exposés où on montre que l'on met des objets dans les cas de figure vous connaissez des systèmes comme Vicon ou autres, on met des petites sphères à différents emplacements du corps pour remonter la cinématique complète du corps. Dans notre cas de figure, on va placer l'objet uniquement à un emplacement qui est stratégique. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à remonter des éléments beaucoup plus complexes avec un emplacement unique. Et donc pour ça, on fait appel, comme l'a cité mon collègue autour de la table, à de l'intelligence artificielle également, à de la modélisation également. Il y a des cas de figure où on est contraint donc de modéliser le mouvement d'une personne. Donc on effectue une modélisation, on écrit des équations mathématiques, et avec ça, on va derrière pouvoir remonter à des métriques un peu particulières. Et d'autres cas de figure où on est un peu dans l'inconnu, où on n'arrive parfois pas à modéliser parce que ce n'est pas modélisable, où l'intelligence artificielle est là pour nous aider à effectuer une modélisation. Est-ce que je veux rajouter autre chose? Non, je rajouterai plus tard. Donc peut-être Valentin d'abord. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Valentin Rapin, le cofondateur de la société Arioneo. Donc nous on est une jeune société de 3 ans spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions connectées pour analyser la santé et la performance des chevaux, et en particulier des chevaux athlètes.
Donc l'essence de la société, elle vient de quelque chose de très simple. Aujourd'hui, on ne peut plus imaginer l'entraînement d'un footballeur, d'un rugbyman ou d'un cycliste professionnel sans utiliser une ceinture de cardio et un boîtier dans le dos qui vient mesurer tout un tas de paramètres physiologiques et sportifs pour envoyer des statistiques aux entraîneurs. Maintenant, on fait la même chose pour les chevaux, et en particulier pour les chevaux de course, et ça a d'autant plus d'intérêt que les chevaux sont entraînés comme de véritables athlètes de haut niveau, mais avec toute la complexité engendrée par le fait très simple qu'ils ne parlent pas. Donc aujourd'hui, on a une offre qui s'articule autour de 2 gammes de produits. On a une gamme qui est dédiée au suivi du cheval au repos, où on vient regarder le confort et la santé des chevaux quand ils sont au box, au prêt et pendant le transport, avec un premier produit sur le marché depuis 1 an et demi qui s'appelle Orscana. Et on a une gamme performance qui est une gamme beaucoup plus élaborée et beaucoup plus avancée technologiquement, avec un produit qui s'appelle Equimètre, qui est un capteur qui vient se fixer sur la sangle des chevaux. Et lui vient mesurer des paramètres physiologiques et sportifs pendant l'entraînement. Et là, on va viser l'amélioration des performances, la détection des pathologies, la détection des futurs performeurs, etc. Et donc, dans le même temps, depuis le début de notre société, on signe des partenariats avec des acteurs de premier plan dans le but de maîtriser, valoriser et analyser la data pour la rendre intelligible pour toutes nos différentes cibles, que sont les entraîneurs de chevaux de course, les cavaliers, les sociétés mères qui organisent les courses, les acteurs de la recherche, les vétérinaires, etc. Et je tiens à préciser en même temps que je ne suis pas le data scientist derrière tous les algorithmes, donc j'essaierai de répondre au mieux à toutes vos questions, mais voilà, je tenais à le préciser en même temps. Eric ? Oui, bonjour. Donc, Éric Guichard. Je parlerai plutôt du passé, puis je vais être peut-être assez bref pour rebondir tout à l'heure. Je suis un ancien caïman d'informatique littéraire à l'ENS à côté, fondateur de l'équipe Réseau Savoir Territoire et aussi directeur de programme, ancien directeur de programme au Collège international de philosophie. Et mon propre parcours vient, autant le dire ici, hein, j'ai fait des études de maths quand j'étais tout petit, etc., jusqu'à l'agrégation. Et ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre au mieux les questions de l'Internet, du numérique et des débats qui tournent autour. Et pour cela, je sollicite énormément la philosophie, l'anthropologie. Et je découvre, et on m'a demandé d'intervenir assez souvent sur cette question, par exemple des objets connectés. J'ai dû écrire 2-3 papiers dans Libération. Et pour signaler quand même en écho le fait qu'il n'y a pas de rupture complète entre les univers des sciences sociales, de la philosophie auquel j'appartiens maintenant, et d'autres univers qui ont été évoqués ce matin, je suis aussi collaborateur extérieur de l'équipe Dante de l'INRIA. Je ne sais pas s'il y a plus à dire. Merci. Donc peut-être moi je dis 2 mots. Je m'appelle Amandine Aftelion, je suis directrice de recherche au CNRS, au Centre d'analyse et de mathématiques sociales de l'École des hautes études en sciences sociales. Je me suis intéressée à la modélisation de la performance sportive depuis à peu près 5 ans, avec des modèles déterministes, pas du tout des modèles statistiques ou d'intelligence artificielle. L'idée derrière est d'arriver à mettre autant de lois de physique possibles et de comprendre l'évolution de l'énergie humaine, après avoir travaillé pendant de nombreuses années sur l'énergie des atomes à basse température, et essayer de tirer de la physique prédictive et déterministe autant d'informations que possible. Et je suis impliquée dans divers projets pédagogiques, et je pense qu'il y a un intérêt aussi dans tous ces capteurs pour mieux apprendre aux jeunes à mieux utiliser, à mieux développer leur... parce qu'on parle souvent de l'athlète, de l'optimisation de l'athlète, du champion olympique, de notre prochaine médaille, mais je crois beaucoup à tout ce qui est développement d'un jeune qui va être dans un club et qui voudrait apprendre à être athlète dans 10 ans. Donc le premier thème peut-être que je voudrais vous proposer, c'est la question un peu de la fiabilité. On lit souvent dans les journaux que ces objets connectés, est-ce qu'ils sont vraiment fiables? On court à 2 et on va faire le tour du bassin et on trouve des résultats différents, parfois même de l'ordre de 20%.
Donc j'aimerais voilà, là, un peu lancer ce caillou-là dans la mare, que vous nous disiez est-ce que vos objets sont fiables ou est-ce qu'ils ne le sont pas? Est-ce qu'il y a des limites et lesquelles? Et est-ce qu'il y a des difficultés mathématiques qui pourraient éventuellement améliorer la fiabilité? Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Je peux donc démarrer la réponse. Donc en termes de fiabilité, alors dans nos produits, je le disais tout à l'heure, on a deux types d'éléments que l'on veut fournir à l'utilisateur. C'est tout d'abord la classification des mouvements. Qu'est-ce qu'il a fait durant une séance de sport, par exemple? Donc là, l'objectif, c'est d'être... je ne vais pas citer de chiffres, c'est toujours un peu gênant de citer des chiffres, parce qu'après, on peut revenir dessus, mais on est satisfait quand on reconnaît... Si on prend par exemple le cas du tennis. Dans le cas du tennis, il y a beaucoup de mouvements, des revers, des coups droits. Il y a la catégorisation, quand on dresse l'inventaire, il y a beaucoup de mouvements. C'est extrêmement complexe. Et quand on est satisfait d'avoir atteint un bon résultat, quand on est à 95%, 94% dans ces eaux-là, de taux de reconnaissance, par exemple. Donc je considère que c'est un bon taux de reconnaissance. Si à la personne, on lui fournit, après sa session de sport, une fiabilité de 95%, je considère que c'est convenable. Ça, c'est sur la catégorisation des mouvements. Ensuite, on a toutes les métriques. Donc sur les métriques, ce que l'on fait généralement, c'est qu'on prend des objets qui sont soit des radars, soit des systèmes vidéo qui permettent de mesurer avec précision les vitesses d'un coup. Et on va se caler là-dessus, on va développer nos algorithmes pour qu'ils puissent être le plus fiables possible. Et là, sans rentrer dans de grands secrets, mais on parle de plus ou moins 10% dans ces eaux-là. Donc, on n'a pas la prétention d'être à plus ou moins 1%, plus ou moins 0,5%. Ça n'est pas possible. Mais ce qui est certain, c'est que ça permet de façon indéniable de fournir des informations qui sont pertinentes, qui sont intéressantes pour l'utilisateur, pour qu'il puisse examiner ses progrès d'une séance à l'autre, par exemple. Ou si l'on prend un autre exemple, pour le cas du kitesurf, où une personne donc prend plaisir à faire du kitesurf, ce qui l'intéresse, c'est de savoir à quelle hauteur elle saute quand elle fait un saut avec son produit. Pouvoir lui dire, tu as sauté à 5 mètres ou à 10 mètres, même si c'est à quelques pourcents près, ça n'est pas très important, parce que sans instrument de mesure, la personne aurait été incapable de savoir si elle a sauté à 10 mètres ou à 5 mètres. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si. Je sais pas si... Nous, pour notre part, j'en ai pas trop parlé tout à l'heure, nous on vient mesurer 3 types de données avec notre produit. On a un GPS pour tout ce qui est distance, tracé, vitesse, accélération, etc. On va avoir une centrale inertielle pour l'analyse des indicateurs de la locomotion. Donc on va regarder l'amplitude des foulées, la cadence des foulées, la symétrie des foulées au trot et la régularité des foulées du cheval au galop. Et ensuite, on a inventé et breveté une nouvelle typologie d'électrodes pour venir acquérir un signal cardiaque chez le cheval d'une précision qui est quasi médicale, parce que ça n'a pas été une mince affaire. Sur le cheval, il y a beaucoup de poils, il y a de la transpiration, il y a surtout beaucoup de vibrations quand les chevaux sont à grande vitesse. Donc on a dû développer une nouvelle typologie d'électrode pour avoir cette précision escomptée pour délivrer de l'information fiable derrière. Donc pour venir vérifier la fiabilité de ces données, pour le cardio, aujourd'hui il y a des gold standards qui existent chez les chevaux, et avec notamment un outil qui s'appelle le Télévet, qui est l'outil de référence, et nous on vient comparer les signaux qu'on obtient via nos électrodes par rapport au signal de ce produit-là. Pour tout ce qui est paramètres de foulée, par contre aujourd'hui dans les chevaux, il n'y avait pas de gold standard pour venir regarder les foulées des chevaux, notamment dû à la contrainte de l'espace. On est sur des champs de course, c'est très grand. Donc du coup, on vient valider à chaque fois les algorithmes qu'on développe via la vidéo. Et enfin, pour le GPS, pour être très transparent, ça dépend complètement du module du constructeur du GPS qu'on choisit. Donc là, c'est vraiment la précision du GPS qui va rendre l'outil fiable ou non.
Ensuite, nous, on met en place derrière tout ce... Il faut dire, est-ce qu'il est précis le GPS, est-ce qu'il ne l'est pas? Il y a différentes typologies de GPS. On peut aller, donc on peut venir corriger les signaux des GPS aujourd'hui. Nous, on est sur de l'embarqué, on n'est pas sur de l'indoor où on va pouvoir mettre des bornes tout autour du terrain. Donc on vient corriger la précision avec une borne RTK pour avoir une précision maximale. Et aujourd'hui, on peut avoir une précision de l'ordre de 10 cm. Donc dans des conditions optimales, ça dépend très concrètement de la position du satellite au moment de la prise de données. Ça peut faire varier avec le RTK de 10 à 80 cm. Et ensuite, quand on a des GPS type les GPS qui sont dans l'iPhone, là on va avoir des précisions qui sont de l'ordre de plusieurs mètres. Donc après, tout dépend de l'information qu'on souhaite délivrer via le GPS. Et effectivement, quand on veut délivrer une information précise via le GPS, c'est pas avec le GPS du téléphone qu'on va la délivrer. Et donc nous ensuite, pour tout le développement de nos produits, on met en place un comité scientifique qui vient regrouper toute une typologie d'acteurs différents et qui sont inhérentes au développement d'algorithmes pour les chevaux, qu'on vient chercher des personnes du terrain, des entraîneurs. Aujourd'hui, l'entraînement est très traditionnel, se fait au feeling entre l'entraîneur et le cheval. Il y a un côté très mystique dans tout ça, donc on vient intégrer l'entraîneur à chaque fois dans le développement des algorithmes. On a notre directeur scientifique et data scientist qui développe les algorithmes, des acteurs de la recherche et des vétérinaires qui viennent à chaque fois plancher et valider tous les algorithmes qu'on développe. Ça marche? Oui, okay. I find it interesting that you're talking about the precision of GPS because for me one of the most interesting development which will happen this year is the deployment of so-called L5 GPS chipsets in smartphones or in consumer hardware. So some of you have heard about the L5 signal. No, this is a new signal which has been deployed since a while. So of course new GPS satellites are now in orbit, or sufficient satellites are now in orbit to support this signal for consumers. And this will give you a 30 centimeters accuracy in an upper 90% confidence region. So this accuracy and chipsets are ready now, and they are going to be deployed in smartphones. So you will see this year coming up smartphones that have this kind of accuracy. I'm super anxious for that, so I'm really want to work with these chipsets and with these phones, and we're starting working on them. And I'm curious what this will mean for the modeling of motion patterns. Of course, you will not go into microscopic or movement modeling with this spatial resolution, but what you can do is, of course, modeling how people move in front of doors or in front of doorways, how crowds move, how people behave in dense populations. So this may be a very interesting applications for that. So this is for me the most interesting part which will happen. Last year we have seen, as I said before, a huge increase in the temporal resolution of smartphone sensors, mainly motivated by head tracking, which was necessary for VR applications. So they have boosted up the measurement precision and time, I think 10 to 100 times now. And this year we will have basically this GPS, which will be the biggest improvement. Applications for us is activity classification for smartphones, basically for fitness applications, also for health applications. And the largest problem we have there in terms of modeling is that we do not place the sensors on the people. The people place the sensors themselves. The sensors are on the smartphone, so we don't know where they are. So this is a big drawback because they can be anywhere. So part of this data set was that we wanted to establish a baseline by putting 4 smartphones on a body and seeing which locations works better. What can we see based on large-scale data? And my hope is that some of you here may help with physical models so that you can, for instance, normalize this effect of different smartphone locations. Yeah. So this is one problem, one particular problem we have there, which is unfortunately a bit fundamental in the smartphone world.
Alors, je suis désolée d'insister sur le GPS parce que je trouve que vous avez un peu tourné en rond autour du problème, si j'osais. En principe, j'ai le micro qui fonctionne. Le souci du GPS, c'est quand même c'est pas tant la précision de la recalibration. C'est-à-dire, si je pars tourner en rond, c'est-à-dire si je fais le tour de mon bassin préféré qui est un cercle, nous sommes la journée de Pi demain, je sais calculer de façon très précise si je fais 50 tours de cercle, quelle distance j'ai parcouru. Et en pratique, alors je ne suis pas au top des derniers GPS, mais de ce que je sais, le GPS a une dérive très forte dès qu'on se met à tourner en rond. Donc, donc si je cours en ligne droite, le téléphone va me donner une bonne information. Si je commence à courir en tournant ou sur un terrain qui est très boueux, dans lequel je m'enfonce, on risque d'avoir ou si je fais du tennis, enfin, l'élasticité du sol joue également. Donc comment est-ce que vous entrez, enfin, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Sur ce thème-là, le GPS bien sûr a ses limites. Il y a d'autres technologies, donc dans des configurations où on est ce qu'on appelle en indoor, où on peut installer une infrastructure. Il y a maintenant des techniques qui permettent d'être extrêmement précis. Par exemple, les technologies ultra, donc on n'a pas dans nos produits aujourd'hui, mais c'est des sujets sur lesquels on a travaillé. Technologies en ultra-wideband, par exemple, on bénéficie d'une grande bande de fréquences pour effectuer le calcul de la position entre un objet fixe et un objet mobile, par exemple. Là, on arrive vraiment à des précisions qui sont centimétriques. Et dans ce cas-là, on peut vraiment prétendre être quasiment aussi précis qu'un calcul de type déterministe où je connais le rayon et ma trajectoire. Très bien. Au niveau du calcul de l'énergie dépensée, parce que la grande mode, c'est le fitness, donc il y a le mouvement, il y a la précision du mouvement, et puis il y a est-ce que je vais arriver à mincir, donc combien j'ai dépensé d'énergie. Et ce n'est pas tant l'énergie aérobie au niveau de l'oxygène, c'est vraiment est-ce que si je me muscle, j'améliore ma performance, ou est-ce que si je fais du sport pendant 1 heure ou 2, qu'est-ce que je vais arriver à dépenser? Donc est-ce qu'on sait répondre à ces questions? Je donne la parole à Huawei, qui le calcule déjà dans ses téléphones. Non, avant de... c'est une question épineuse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et puis là, si vous avez des idées dans le domaine et une théorie à nous proposer, et des modèles qui sont fiables, on en sera très heureux. On voit que dans le domaine de tous les produits wearables ou les téléphones mobiles, chaque société utilise ce qui est, disons, communément admis, ce que l'on trouve de façon dans les publications scientifiques. Et bien souvent, on ne passe pas beaucoup d'énergie à vérifier la viabilité de toutes ces formulations. Donc aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel ça mériterait qu'il y ait de nouvelles études pour bien vérifier si toutes les formules habituellement utilisées pour calculer la quantité d'énergie dépensée durant une activité tennis, boxe et j'en passe ou running est fiable. C'est un peu gênant de dire qu'on n'est pas au top, mais c'est un peu la réalité. La marge d'erreur est généralement peu connue. Nous, sur la question de la dépense énergétique, vous parliez dans votre préambule de en quoi les maths peuvent nous aider à aller plus loin dans le développement de nos produits. Là, on y est clairement. Nous, c'est vraiment notre idée de travailler sur ces modèles-là pour venir mesurer la dépense énergétique du cheval qui aujourd'hui n'est pas mesurée et pas mesurable. Il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en compte avec l'âge, le poids, le type d'entraînement que le cheval fait. Nous, notre but, c'est toujours de donner des données intelligibles pour l'utilisateur. Et donc, pour le coup, ce serait vraiment un modèle mathématique à mettre en place pour venir évaluer cette dépense énergétique chez le cheval. Donc nous, on voit ça vraiment sur les chevaux. Il y a beaucoup moins d'études que chez les humains, évidemment. On voit vraiment ça comme le next step maintenant que notre produit est sur le marché et qu'on est capable de recueillir toutes ces données qui sont inédites, pour le coup, cette masse de données pour les chevaux. On voit vraiment ça comme le next step pour l'évolution et l'amélioration de l'application pour les utilisateurs. No comment. Eric, tu veux dire quelque chose peut-être?
Je peux dire 3 mots pour élargir le débat sur la fiabilité, mais ça sera peut-être évoqué tout à l'heure si on parle peut-être d'usage. Synthétiquement, il y a 2 types d'objets connectés. Il y a les petits et les gros. Bon, les gros, c'est pas difficile, ça peut être un avion, un TGV, etc. Et les petits sont des objets qu'on va espérer vendre à des personnes. On peut dire, par exemple, ça peut coûter entre 40 et 150 euros. Alors, globalement, il va se poser la question, et là, vous êtes à la lisière, c'est pour ça que le débat est très intéressant, c'est-à-dire que vous êtes quand même dans des objets connectés qui sont un peu pour des spécialistes, des professionnels, etc., quoi. Mais en ce moment, il y a une vague industrielle qui s'intéresse aux personnes qui circulent dans les cybermarchés, qui seraient des consommateurs éventuels de ces objets connectés. Disons, on va dire que ça va coûter entre 40 et 150 euros. Et là, le problème de la fiabilité, il a au moins une dimension, c'est une dimension temporelle. Il est évident que tous ces objets vont être jetés au bout de 2 ans. Jetés, pourquoi ? Parce qu'au moins, sur une raison toute simple, il va falloir faire des mises à jour des logiciels. C'est des points que vous évoquez pas là, mais globalement, vous savez très bien, vous êtes un peu spécialiste. Nous-mêmes, un produit qui a plus de 5 ans, même un langage de programmation, en général, il peut plus fonctionner avec les nouveaux outils. En plus, il va y avoir énormément de paramétrages qui vont être très sophistiqués. Il va falloir que les gens se plongent dans des listes de discussion pour savoir bien optimiser leurs produits, etc. Je pose souvent la question aux gens, combien pourcentage d'entre vous utilisent la possibilité de programmer son four, et ça dépasse rarement 5%. Alors on ne voit pas trop ce qui se passerait au niveau des objets connectés. Mais je voudrais insister, au moins dans un cadre formel et pas encore sociologique ni philosophique, sur le fait que nous vivons une période d'instabilité scribale qui est absolument sidérante, et qui pénalise l'industrie informatique elle-même, et donc au niveau de l'utilisateur final, ça risque d'être désastreux. Voilà. Quelqu'un veut réagir, ou sinon on va passer après la parole à la salle. Sur la partie où vous parliez d'obsolescence de produits ou de durée de vie, un industriel n'a jamais la volonté, bien sûr, son objectif c'est de vendre des produits, d'étendre son marché, et il n'y a pas de volonté délibérée de limiter... D'accord, très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur un produit comme celui-ci, la mise à jour logicielle peut être effectuée régulièrement. Et ce qui est important, c'est que pourquoi est-ce que les produits, généralement, on les renouvelle assez souvent, c'est parce qu'on bénéficie des évolutions technologiques, des évolutions scientifiques qui font qu'on connaît mieux le monde, on arrive à faire des produits plus miniaturisés, qui consomment moins, etc. Et donc, un produit que j'achèterai dans 3 ans sera intrinsèquement plus performant que celui que je peux acheter aujourd'hui. Donc voilà, c'est une des explications qui fait qu'on est amené à renouveler assez souvent les produits. Peut-être on peut, avant de passer la parole à la salle, s'il y a des questions, moi j'aimerais bien juste aborder la question du bruit. Comment est-ce que dans vos différentes informations, vous vous débarrassez de toutes les données bruitées ? Est-ce qu'on peut peut-être dire quelque chose là-dessus ? Donc sur l'élimination du bruit, si on prend le cas d'un produit comme celui-ci où on a plusieurs capteurs, accéléromètre, gyromètre, capteur de pression et magnétomètre, comme on peut l'avoir dans un téléphone mobile par exemple. Donc dans le processus, on a tout d'abord on fait du filtrage, classique, filtre passe-bas par exemple, et ensuite on ne parle pas forcément de bruit, mais toutes les imperfections des capteurs. Les capteurs, on sait qu'ils ont des problèmes de facteurs d'échelle, des biais, et on fait ce qu'on appelle la fusion de données. Donc dans ce domaine, on a travaillé en interne, et puis on a aussi travaillé avec le Leti à Grenoble en particulier, où on fait donc la fusion de données avec les techniques bien connues de filtrage de Kalman ou d'autres filtres équivalents qui produisent un peu les mêmes effets. Donc là, c'est toujours une analyse un peu qui revient à faire une modélisation et faire un traitement statistique des données pour éliminer le bruit. Donc voilà comment on procède. Ensuite, sur la partie intelligence artificielle, pour la classification des mouvements, par exemple, ou pour la précision quand on effectue un calcul d'une métrique comme une vitesse, par exemple. Là, ce sont les méthodes classiques d'optimisation type quadratique, par exemple. On va prendre une fonction qui est là pour optimiser globalement l'erreur. On passe en revue de très nombreux cas de figure pour lesquels on a caractérisé le mouvement, où on connaît le résultat. Et derrière, on va en déduire des fonctions qui vont permettre d'optimiser au final le résultat. Ouais.
Nous, je vous rejoins à 100% sur... on travaille de la même manière et nous, on vient pour venir vraiment mesurer l'intégralité des données qu'on récolte. On a aussi développé nos propres algorithmes en interne qui viennent vraiment évaluer la cohérence des données. Donc pour être très concret sur le CG, on fait du machine learning qui vient s'entraîner pour reconnaître les bons et mauvais signaux et du coup faire abstraction Et tout va bien. du bruit derrière. Et tout va bien. So in our smartphones, basically, or in all smartphones, what you basically have is you have what's called a sensor hub, which is a coprocessor for motion sensors or inertial sensors, and also who takes control of the GPS unit. And from that, you have periodic signals or aperiodic signals, depending which sensor it is. And what we want to understand is, of course, which sensors do we integrate in the next generation in that hub. And then someone needs to do the DSP, the signal processing. That is typically done in a driver or on a virtual driver level, which are also developed with the help of the sensor manufacturers by us. So we can offer, in particular, drivers for specific tasks, even at the lower level of the operation system or of the hardware. So let's say, was the handset moved, yes or no? So this would be one of these virtual drivers that simplify then as an interface for the software developers. And then it's of course the whole software layer. So then the operation system, then there are the applications on top of it. And typically the applications cannot really access the hardware by themselves. So some DSP is still done in the operation system, some information is hidden, other is filtered. And then in the application you live what you get from the smartphone sensors, and then you try to do your activity classification, your motion tracking, your apps, whatever you want to do on a smartphone. What I think will happen is that app developers want to have better access to sensors. So I think this is one thing that people want to use because the hardware is there. So why don't you access it raw and be a bit more innovative? Because if you rely on APIs from operation systems, you can only do what your neighbor does. Yeah, you can, or you get the data your neighbor does. If you get more data and access to more accurate data, you can differentiate yourself better as an application programmer. So this is, I think, one thing that will happen. On the other hand, the sensors itself, they will produce much more data in the future. So when we go down to centimeter accuracy localization, which will happen when we'll have this indoors, which will also take a bit longer, but will happen, then you will have to process a large amount of data on the phone. And then basically in the cloud with the help of large-scale data models created by aggregation, created by deep learning, etc. So this is, I think, where this will go with smartphones and with the accuracy that you will see there and the applications that you will see there. Donc maintenant, je propose qu'on prenne quelques questions dans la salle, sauf si Stéphane Donc, Bonjour. Je voudrais essayer de changer un peu de sujet sur le débat et de parler du consommateur dans tout ça. Il y a plusieurs études déjà d'il y a quelques années qui ont montré que ce type de technologie, elles étaient bien gentilles, elles sont offertes à Noël et puis 2 mois après ça reste dans le placard. Et donc ma question c'est à votre sens pourquoi et la vision que j'ai de la chose c'est qu'à aucun moment on n'a encore réussi à adresser un réel besoin consommateur. Si je prends 2 exemples en course à pied pour faire simple, soit la personne veut performer, soit la personne elle veut perdre du poids. Je suis vraiment très caricatural. Si elle veut perdre du poids, c'est facile, elle va courir, elle va se poser derrière. Si elle veut performer, elle va s'inscrire à un marathon tous les ans et elle verra si elle progresse ou pas. Je caricature volontairement pour ouvrir le débat. Du coup, quel est l'apport de ce type de techno? Et c'est vraiment la question qu'on se pose, c'est à quoi ça sert pour le consommateur final? Tenter de réponse.
Euh, oui, donc effectivement, c'est un point clé, puisque notre objectif en tant qu'industriel, c'est de vendre des produits. Et c'est absolument gênant si les utilisateurs prennent le produit, l'utilisent pendant 3 mois et cessent de l'utiliser ensuite. Donc l'élément clé, c'est de fournir des éléments qui sont intéressants pour l'utilisateur, qui lui donnent envie d'utiliser le produit tout au long de ses activités sportives. Tout à l'heure, je citais l'exemple du kitesurf où il y a des données clés. Par exemple, je vais au kitesurf, je veux savoir à quelle hauteur j'ai sauté. Si je n'ai pas d'instrument de mesure, je ne sais pas. Donc il y a des cas de figure où c'est presque binaire. Oui, c'est utile, et quand vous interrogez les personnes qui utilisent les produits, ils vous répondent que c'est utile. Une chose que je n'ai pas mentionnée dans le cas de PIC, par exemple, nous travaillons avec des marques comme Babola, Rossignol, Mobity pour le golf, par exemple, North et Everlast pour la boxe. Donc avec des leaders mondiaux qui connaissent très bien leurs clients, qui savent ce que leurs clients attendent. Et quand on bâtit une offre pour le marché, elle est faite en sorte, elle est adaptée aux besoins des clients, à leurs attentes, qu'elles soient exprimées ou pas. Donc, et aujourd'hui, quand on a des statistiques, on sait si les personnes utilisent le produit. Et aujourd'hui, on a, je ne vais pas citer de chiffres, c'est toujours un peu gênant de citer des chiffres très précis, mais en tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est qu'on a un taux d'utilisation régulier de nos produits qui est important. Bien sûr, il y a une partie des individus qui l'utilisent pendant quelques mois, qui cessent de l'utiliser. Alors les paramètres là-dessus, c'est il ne faut pas que le produit soit intrusif. Si vous avez la contrainte aujourd'hui, c'est considéré comme une contrainte par certains utilisateurs. Je vais faire du sport, je dois changer mes habitudes, je dois prendre cet objet-là, le mettre à différents emplacements du corps. Pour certaines personnes, elles le ressentent comme une contrainte. Et c'est trop fort pour elles, elles ne veulent pas changer leurs habitudes. C'est comme ça, l'être humain est ainsi. Donc une des solutions, c'est d'intégrer la technologie dans les équipements, par exemple. On peut imaginer pour le cas des chaussures, que ce soit directement intégré dans les chaussures. Après, ça induit des problèmes, c'est comment je vais charger cet objet qui est électronique. Donc soit il y a des technologies qui permettent soit de charger à distance ou avec l'énergie mécanique du mouvement, par exemple. Donc il y a ce problème-là, ça ne doit pas être intrusif, donc ça doit être dans l'équipement ou éventuellement dans le téléphone, puisque le téléphone est présent avec nous tout au long de notre journée, ou dans les montres également. Les montres sont des objets que l'on a avec nous. Donc il y a différentes réponses, et je pense que plus le temps va s'écouler dans les années à venir, les technologies sont là, on n'a pas forcément encore trouvé la réponse idéale. Y aura-t-il une réponse idéale? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent bien que le marché ira vers une configuration où les objets, on pourra mieux mesurer les éléments. Et je pense qu'à terme, on ira, dans 10 ans, 20 ans, on ne pourra plus concevoir de faire du sport sans être instrumenté et sans pouvoir récupérer certaines données. De la même façon que quand on fait du sport, on a certaines activités, on veut prendre des photos, prendre des vidéos qui correspondent à notre activité, et on veut avoir ces vidéos qui sont la mémoire, le témoin de ce que l'on a pu faire. Et dans nos domaines digital et des données qui sont associées à nos activités, je pense qu'à terme, ce sera la même chose. Oui, je voudrais rebondir en étant tout à fait d'accord avec vous sur le dernier point, c'est-à-dire le fait que nous allons vivre dans un monde de plus en plus instrumenté, mais pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit auparavant et rebondir un peu sur la question que vous avez dit. Vous avez dit les technologies sont là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont là pour nous apporter un futur radieux? Ça veut dire que les technologies vont changer la société? Ça s'appelle, excusez-moi de le dire comme ça, de la religion. C'est le déterminisme technique qui dit que la technique va transformer la société. C'est faux. Il y a une sous-partie de cette religion qui s'appelle le déterminisme de l'innovation, qui dit que les nouvelles technologies vont transformer la société. C'est encore plus faux, c'est d'autant plus faux que 5% des produits nouveaux survivent. Globalement, une des réponses à la question que vous évoquiez tout à l'heure, c'est pourquoi on va aller les mettre au placard? Parce que, de toute façon, en termes d'usage, ou simplement la société va disparaître, etc. Au bout de 2 ans, 95% des nouveaux produits disparaissent. C'est pas moi qui le dis, c'est Gerton, un historien des techniques. Donc, effectivement, les chances de succès d'un objet à la main sont particulièrement réduites. Rappelez-vous les grands objets connectés dont on nous parlait, les lunettes Google, hop, passer à la trappe. Les montres Apple,
Alors à un moment, je crois, Le Figaro dit « L'avantage des montres Apple, c'est qu'elles donnent l'heure. » Et la chute des ventes a été de 70% à un moment. D'accord ? Donc effectivement, il y a beaucoup de risques par rapport à ces POC, les petits objets connectés, qui sont par nature jetables, je l'expliquais un peu tout à l'heure, pour des histoires de maintenance, de systèmes d'exploitation, de compétition entre les normes, parce que évidemment, les industriels sont tous des gens très gentils. Dès qu'il y en a un qui invente un nouveau protocole, il y a les autres qui vont dire « Ah oui, il est génial ton protocole, je ne vais pas en faire un concurrent, c'est promis, etc. » Donc vous allez vous retrouver avec des multitudes d'objets connectés, chacun avec son protocole, chacun avec son OS, etc. Et évidemment, ça va faire une sorte de galimatia tour de Babel absolument impossible. Je voudrais aussi évoquer un dernier point qui, à mon avis, a quand même un petit sens. Il est un peu secondaire par rapport à une thématique qui serait plutôt sociologique et philosophique, mais c'est quelle compétition entre les entreprises va se construire? Là, j'ai fait une conf chez Seb l'autre jour, vous savez, ceux qui fabriquent des cocottes minutes, ils sont un peu partout dans nos cuisines. Et ils me disent, qu'est-ce qu'on fait si on se met dans le monde des objets connectés? Il y a pas mal de gens qui nous y poussent. Je dis, il n'y a pas de problème, vous allez être colonisé par Google & Co. Hein, c'est la cocotte minute de terre contre celle de fer. Il y a tout de suite, il va y avoir une entreprise qui dit, attendez, moi je maîtrise le logiciel, allez, faites de la fonderie, on va vous exploiter comme une entreprise du tiers-monde, et la valeur ajoutée, c'est nous qui allons la récupérer. Donc ça veut dire que cette question des objets connectés ne touche pas que le consommateur, elle touche aussi nombre d'industriels français, quoi. Donc, je pense que cette question, j'appelle étau, la manière dont on est pris entre des problèmes de culture de l'utilisateur qui n'a aucune envie d'être obligé de faire des mises à jour de son objet connecté, et l'autre deuxième partie de l'étau, c'est la colonisation de l'industriel. Et je voudrais insister aussi un peu sur la notion d'imaginaire. Je crois qu'on a un triste modèle social qu'on pourrait comparer à un modèle de consommation soviétique où il faudrait qu'on consomme pareil. Vous avez entendu qu'on nous dit que c'est génial qu'on aura des bouteilles de lait connectées. Le frigo nous dira qu'il faut racheter du lait. Bon, évidemment, mais alors est-ce que ça va marcher pour du lait biologique, ça, ou des légumes bio? Il va falloir mettre des puces dans tous les poireaux bio qu'on va acheter? Non, donc ça imagine un modèle où tout le monde va boire la même bière, acheter le même lait, etc. Bon, je ne veux pas évoquer les questions de surveillance, j'en ai des slides entières sur la manière dont on peut pirater ces objets. Je voudrais quand même insister sur cette notion de déterminisme technique et de déterminisme de l'innovation qui renvoie effectivement à des processus idéologiques, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde où tout le monde dit qu'il faut investir dans la technique. En fait, c'est un moyen de dire aux gens l'avenir sera radieux, donc ne nous cassez pas les pieds en nous disant que vous voulez des augmentations de salaire, puisque je vous promets un très bel avenir. Regardez ce qu'on nous disait sur les printemps arabes et regardez comment les Syriens sont heureux aujourd'hui, quoi. Mais au-delà de ça, ce que je pense, c'est qu'il y a une incompréhension forte que nous avons sur les relations entre technique et culture. Je voudrais en parler peut-être à l'occasion, et je voudrais quand même finir sur au moins un point. C'est rappeler qu'on ne sait pas si bien que ça traiter le concept, que à la fois je suis complètement, par rapport à la journée d'aujourd'hui, enchanté des ruptures galiléennes qui sont proposées. Et effectivement, quand tout le monde vous dit que la balistique c'est quelque chose, la trajectoire c'est une sorte d'arc de cercle, c'est pas mal de passer à la parabole, mais dans les questions qu'on se pose là, on a des problèmes, même si on veut optimiser avec beaucoup de paramètres, y compris en mathématiques des choses, il faut se poser la question de quel optimum choisir, quelle multiplicité de paramètres et quelles utopies sociales sont là derrière. Et du coup, la question du passage maths, usage et industrie est toujours une question délicate à mes yeux. Voilà. I have, some related response. Maybe not exactly to all of that. So if we are talking about the effect on society, and I'm speaking as a private citizen now, what particularly worries me is that you cannot or can barely anonymize location data. Because once you anonymize it, it becomes useless, right? It's the nature of the thing. So some of you may have heard about Strava, this large fitness tracking app, and about the recent scandal where they have published heat maps of location data, and it was very easy to identify the location of hidden army bases on that, because and you can anonymize your location in Strava, but then basically when people accumulate data, they see a
10 kilometer or 3 kilometer circle around your home where there's no data. So they take the center of that circle and they found you again. So this is one problem which will increase because, as I said before, we are moving to centimeter localization accuracy. Even in areas where localization was not there before, because 5 signals, for instance, they have a better propagation, so they have better coverage in mountain regions, in cities, etc. So so tracking will increase, and how do we anonymize that? I have no idea. How do we anonymize that? And this can be a mathematical question, right? How do we anonymize that in a way we can still use that data? Yeah. Merci. Help us out Peut-être here. qu'on passe à une question Guillaume Raoult et après je passe le micro derrière. Merci pour les informations et les débats. Et moi j'aurais une question peut-être un tout petit peu plus philosophique entre guillemets. En gros, comment est-ce que vous considérez l'individu ? C'est-à-dire que si on se rappelle la première présentation de ce matin, l'objectif c'était d'arriver à apporter la meilleure réponse pour un individu spécifique. Et dans l'ensemble des informations que vous avez évoquées et l'ensemble des bienfaits de vos produits, j'ai l'impression qu'en fait vous essayez de mettre... Alors c'est un petit peu j'allais dire le biais des modèles mathématiques qu'on utilise, hein. C'est de mettre tout le monde dans un grand sac et d'essayer de faire coller les modèles à l'ensemble des données de tout le monde. Mais en gros, quel regard vous portez sur la performance individuelle et l'individu dans les modèles ? Derrière, il y a tout ce qui va être variabilité intra-individuelle, variabilité inter-individuelle et les informations qu'on peut en tirer. Il est vrai que quand on développe les algorithmes pour classifier par exemple des mouvements, on a l'obligation, et d'ailleurs c'est un des gros travaux que l'on mène, on doit prendre des personnes au début quand on démarre pour un sport donné, on commence avec des sportifs de très haut niveau pour bien catégoriser tous les mouvements, et ensuite on prend des personnes de niveau très bas, des personnes toute la masse, effectivement. Et donc ça a pour effet effectivement de moyenner quelque part et trouver un modèle statistiquement représentatif. Ce que l'on fait, donc c'est des sujets sur lesquels on travaille depuis quelque temps maintenant, c'est de trouver des méthodes qui nous permettent d'individualiser justement. Si on voit que on a des sortes de métriques qui permettent de savoir si le taux de reconnaissance est un peu anormal pour une personne donnée, par exemple. Et ensuite, ce qu'on a envisagé de faire et que l'on a testé, c'est pour une personne particulière de lui demander, de lui envoyer un questionnaire. Après, ça pose le problème du côté anonyme, mais lui envoyer un questionnaire, de lui demander de faire des gestes particuliers pour aller paramétrer et modifier le modèle pour l'adapter à tel ou tel individu. Bien sûr, on ne peut pas le faire pour 100% des personnes, sinon ça devient extrêmement complexe. Mais c'est quelque chose, d'ailleurs c'est un sujet sur lequel, un point que l'on a breveté, c'est d'arriver à particulariser les algorithmes. Une autre réponse Donc on passe peut-être à la question suivante. Juste un commentaire sur la question qui vient d'être posée qui me paraît excellente. On essaye de suivre depuis 4 ans des patients la motricité anormale. C'est absolument clair dans le cas, dès qu'il y a un peu de pathologie, qu'on peut prétendre qu'à faire du suivi longitudinal individuel, ce qui n'est pas du tout sans valeur, mais que tout Moyen-Âge est totalement illusoire, en tout cas dans le domaine que je connais de la sensorimotricité pathologique. Donc déjà, travailler sur des populations me paraît, dans ce que je connais, totalement sans espoir. Je voudrais commenter sur la question que mon collègue a posée, à part celle de l'ubérisation, qui me paraît absolument évidente, les risques d'ubérisation. C'est celle au fond, à quoi servent ces objets connectés. Moi, j'y vois une impérieuse nécessité liée à ce qu'on pourrait appeler, ce qui est en train de se développer dans notre société, la fragilité. C'est un concept qui a été mis en avant par Linda Fried en 1980, qui est issu de la gérontologie. Je suis frappé de voir qu'actuellement, la société multiplie les gens fragiles. D'abord, je vous rappelle tout de même que dans un pays comme la Chine, il va y avoir 300 millions de personnes de plus de 60 ans. Et ne parlons pas des adolescents obèses, et ne parlons pas
des accidents de moto amputés, et ne parlons pas de, etc., etc. Donc vous allez, qu'on le veuille ou non, notre société est en train de se transformer en une espèce de centrifugeuse, où en gros pour survivre, il va falloir être âgé entre 30 et 45 ans, et encore. Dans ce contexte-là, les limites, à mon avis, entre ce qu'on appelle le sport, auquel les gens sont très attachés au point de vue image de marque, la médecine et même l'activité tout court s'estompe. Et à mon avis, la clé et l'utilité des objets connectés va être d'aider tous ces gens fragiles. Et c'est très concret, ça veut dire par exemple rester à domicile et pas aller terminer dans une EHPAD à 3 000 € par mois. Il y a des véritables drames sanitaires à l'heure actuelle. Et là où ça devient intéressant, c'est que figurez-vous, on teste jusqu'à 3 000 personnes à La Réunion par jour. Il y a un truc qui s'appelle la sécurité sociale en France. Et qu'est-ce qu'on vient de la convaincre de faire ? Eh bien, on vient de la convaincre de faire du sport aux gens. Parce que le problème, c'est qu'on ne bouge plus, on meurt. Donc, je crois que le futur des objets connectés, c'est chez les gens fragiles et de lier ces deux dimensions, fragilité et sédentarité. Dernier point, je suis absolument stupéfait de l'absence totale de dialogue qu'il peut y avoir entre les professionnels du sport, justement, les rééducateurs et les spécialistes des forces spéciales dans l'armée. Donc je suggère que si un jour vous avez quelque chose à organiser, c'est des gens qui parlent de la même chose, à mon avis. Je ne sais pas si ça a représenté une question. Je vais peut-être reprendre le micro. La question, c'est que je ne comprends pas pourquoi ces objets connectés ne sont pas plus orientés santé. D'accord, donc là, la question est claire. Et ça sert, et je dirais la RGPD. Alors ça me paraît être une question simple. Actuellement, dans les services de rééducation, il n'y a rien. Dans les services de neuro, il n'y a rien. Allez à la Salpêtrière. Moi, j'ai passé 17 ans. D'accord. Éric, on fait des réponses courtes, par contre. D'accord. Alors, pour le sport et les militaires et la sédentarité, en fait, il y a une réponse qui nous vient des pays du Nord, notamment de la Scandinavie, où, bien avant les objets connectés, les gens avaient bien compris que si on veut éviter le déficit de la sécurité sociale, il suffit de faire marcher les gens jusqu'à l'âge de 90 ans et de les mettre en contact éventuellement avec des militaires. Ceci dit, là je vais être très très rapide puisqu'on me le demande. Je reste quand même un peu méfiant par rapport à ce que vous dites, mais j'ai quelqu'un qui, dans le domaine médical, m'expliquait que, effectivement, comme il n'y a plus de médecins et plus beaucoup d'hôpitaux, on incite les médecins et les patients à travailler par le biais d'objets dits connectés. C'est très difficile pour quelqu'un qui est un peu malade et qui a du mal à se déplacer de faire une photo avec son iPhone d'une plaie qu'il a au bras, de l'envoyer par Internet, tout comme c'est difficile au médecin d'arriver à l'interpréter ou de la faire interpréter par un logiciel. Et je voudrais quand même rebondir sur des régimes de croyance, et j'ai évoqué ça au sujet de l'Agence nationale de la recherche, qui dit « Apprendre le numérique devient une compétence clé pour l'éducation, tant la capacité de participer à une société qui utilise la technologie des communications numériques dans le milieu du travail, le foyer, l'espace civique est facteur d'inclusion ». Ça veut dire qu'il y a des gens au plus haut niveau, des collègues à nous, qui sont persuadés que le numérique, c'est écrit dans le texte 2017 de l'ANR, est le meilleur vecteur de lutte qu'on puisse imaginer contre l'exclusion. Je vous laisse commenter. Une réponse sur la santé ? Oui, sur la partie santé. Donc aujourd'hui, le thème, c'est le sport et les mathématiques. Donc oui. On parle de sport et PIC et société qui est dans ce domaine-là. Ce que je peux préciser, c'est que la maison mère de PIC, qui est une société qui s'appelle Octonion, donc qui fournit les technologies que PIC utilise, est actuellement en train d'étendre ses domaines d'activité à d'autres choses que le sport, bien sûr. Ça peut être la sécurité, ça peut être toute la rééducation fonctionnelle, par exemple. Et on a eu des premiers contacts avec des kinésithérapeutes, justement pour pouvoir, un patient qui veut faire de la rééducation, on lui met un capteur et on réalise que finalement les technologies qu'on utilise pour le domaine du sport sont applicables. Et cette fois-ci, il n'y aura plus tellement de discussions un peu philosophiques sur l'intérêt des objets connectés, etc. Là, il y a l'intérêt immédiat, c'est que ça apporte un service à la personne qui veut se rééduquer. Et donc là, s'il y a des sociétés qui veulent travailler avec nous sur ce thème-là, on est tout à fait disposés.
une réponse? Non. Alors, dernière question, je suis désolée parce qu'il va y avoir... Oui, pour un petit peu aller dans le même sens de l'intervention de tout à l'heure, qui disait on veut faire du sport à tout le monde. Je sais, là, tout ce qui a été présenté, c'est plutôt des mesures de performance, des mesures pour améliorer les performances d'athlètes. Et je pense que, enfin, globalement, même les chevaux, par exemple, c'est les athlètes chevaux. Bon, et je ne suis pas sûr, je pense que si on veut faire des objets pour tout le monde, ce n'est pas du tout les mêmes choses qu'il faut mesurer. Parce que je suis absolument persuadé, je constatais que la mesure de performance en sport a tué certains sports. J'ai plusieurs exemples. L'escalade, par exemple, que je pratiquais, où quand il s'est mis à avoir écrit au pied des voies, ceci est une voie en 4 ou en 5, avant il n'y avait rien d'écrit, et quand on monte pas, quand on grimpe pas du 7, ce qui est beaucoup plus dur, on est une nullité. Toutes les nullités comme moi sont arrêtées de faire de l'escalade. Vous pouvez prendre le ski de fond, par exemple, où les papis-mamies qui sortaient se promener à ski de fond ont vu passer des mecs à fond la caisse, là, des fourcades. Ils sont assez rapidement arrêtés d'en faire. Donc je veux dire, la mesure de performance en sport, où on peut tous les jours dire j'ai progressé ou j'ai pas progressé, c'est pas forcément bon pour la pratique collective. Et je pense donc que si on veut donner aux gens des moyens de faire des mesures, il faut bien réfléchir à ce qu'on mesure. Voilà. Quelqu'un peut répondre? Non, mais allez-y. Je réponds. Oui, en tout cas, une partie de la réponse que l'on peut fournir, c'est le fait que c'est vrai qu'on parle souvent de performance, mais on a aussi dans nos produits, par exemple, la capacité à faire en sorte que des personnes qui sont d'un même niveau, alors là encore, c'est relatif à la performance, mais qui ont des intérêts communs, qui ont une même technique de jeu, par exemple, puissent se rencontrer. Donc là, on est plutôt dans quand on crée des objets comme cela, on crée une communauté en même temps. Et donc la communauté conduit à avoir un tas de données sur la performance, mais aussi de faire en sorte que les personnes se rencontrent. Si une personne dans telle ville a le même type de jeu ou le même type de passion que telle autre dans une autre ville, pourquoi pas faire en sorte que les personnes se rencontrent. Donc c'est créer quelque part du lien social. Et donc là, on est dans un côté bénéfique. On n'est pas uniquement dans la performance. Et je veux peut-être réagir à ça. Tout à l'heure, M. Salomon disait il y a deux raisons de faire du sport. C'est soit pour performer, soit pour perdre du poids. Alors, moi, j'ai un témoignage peut-être personnel. Je ne fais pas beaucoup de sport, mais j'en ai fait une période avec un bracelet connecté. Et c'était juste pour les aspects ludiques, en fait. Et je pense qu'il y a aussi le côté, c'est ce que vous disiez, parce que j'avais une collègue de l'agence Amiès qui avait le même, et donc on jouait à faire des records de nombre de pas dans la journée, etc. Et donc c'était ni pour perdre du poids, ni voilà, mais du coup c'est un peu addictif, et c'est un peu comme, on se plaint souvent des enfants qui utilisent trop les écrans, etc., et que c'est un problème d'addiction numérique. Mais là, c'est du numérique qui engendre quand même de la pratique, peut-être pas de haut niveau, en tout cas pour ce qui me concerne, mais quand même de pratique sportive. Et donc, du coup, ça va dans le sens de la santé que vous évoquiez tout à l'heure. Donc, je pense que ça peut aussi, ces objets-là, pour finir peut-être sur un côté positif, ça peut quand même avoir, je ne sais pas si c'est du lien social, mais en tout cas... d'encourager à des pratiques qui vont dans le bon sens. Moi, juste pour rebondir très rapidement sur la question pourquoi utiliser les objets connectés, il faut aussi bien avoir conscience des cibles que les différents produits adressent, parce que là, on mélange un peu toutes les différentes cibles dans les discussions, et donc il y a des clients qui sont là pour le loisir. Il y a des professionnels qui vont vouloir améliorer leur performance, il y a des gens qui vont vouloir se prémunir de pathologies, par exemple. Donc, il n'y a aucun produit aujourd'hui qui a vocation à combler les besoins de tout le monde. Chaque produit a sa propre spécificité, puis qui adresse des sports en particulier, a sa cible en tête, en tout cas, j'imagine, et vient délivrer ses produits de qualité derrière. Nous, on a un très bon exemple personnellement, parce qu'on a un produit qui est très grand public et qui s'adresse à toutes les typologies de cavaliers. Et là, pour intéresser nos clients, il faut juste que l'information qu'on amène à notre client, une fois que le client l'a lu, il faut juste qu'il n'ait pas à se dire « so what ».
Si jamais il se dit so what, mon cheval a fait 2000 pas ce matin, so what. Par contre, mon cheval a trop chaud sous sa couverture et donc le fait de le surcouvrir, ça peut entraîner des pathologies type colique qui peuvent être mortelles pour les chevaux. Ok, merci pour l'information, je vais enlever une épaisseur et mon cheval va avoir moins chaud. Mon cheval récupère et s'allonge la nuit et a un temps de récupération de 5 heures pendant la nuit, c'est bien. Si jamais il ne dort pas du tout de la nuit, ça veut dire qu'il y a un problème. Il va falloir corriger l'action derrière. Quand on vient mesurer, après on s'adresse à des entraîneurs de très haut niveau. Et notre produit pour les performances, il cible et il assume les top athlètes. Ben là, on vient mesurer des paramètres physio et sportifs pour venir améliorer les performances. Et on vient relire les entraînements en comprenant et en analysant exactement ce qui s'est passé. Et ça permet d'adapter la bonne distance de course, de savoir si sur un type de terrain en particulier, le cheval se sent mieux, d'être certain qu'il arrive à étendre ses foulées encore pendant les 300 derniers mètres de son sprint, par exemple. Donc on a des données très factuelles comme ça. Et derrière, on va chercher le suivi longitudinal, où on va regarder l'évolution de la qualité de récupération d'un cheval, mais ça, on peut faire l'analogue avec les humains, j'imagine, pas pour tout, mais on va regarder l'évolution de la qualité de la récupération dans le temps. Typiquement, on a un cheval ou un humain qui se blesse, qui sort de l'entraînement. Quand il revient à l'entraînement, on a déjà des métriques et des datas pour savoir quel était son état de forme avant, et on va faire en sorte de l'amener à son meilleur niveau pour reprendre la compétition. Enfin, il y a tout un tas de données, en tout cas, sur le suivi longitudinal qui viennent se coupler aux performances pures, qui permettent de faire en sorte que ces produits sont utilisés dans le temps. Et ça demande aussi beaucoup de services derrière pour venir accompagner les utilisateurs et répondre à leurs interrogations. Bon, je crois qu'il va falloir qu'on arrive vers la conclusion de cette table ronde. Donc moi, je voudrais peut-être juste dire un mot qui est que, certes, il y a beaucoup de publics différents, mais il ne faut pas se leurrer qu'il y a les budgets qui vont avec. C'est-à-dire que je pense qu'en médecine, il y a peut-être moins d'argent que dans le sport professionnel. Et donc, au niveau du marketing et de ce qu'on veut développer, il y a peut-être des clients qui ont plus d'argent dans le sport professionnel ou dans la cible 35-40 ans. Et cette cible-là est peut-être donc plus susceptible d'acheter ces produits. Alors, pour conclure, j'aimerais peut-être redonner la parole, mais 1 minute, pas plus, parce qu'on n'a finalement pas beaucoup abordé la question de savoir est-ce que certains des mathématiciens qui sont dans la salle aujourd'hui, qui ont écouté patiemment, pourraient apporter quelque chose à vos questions d'aujourd'hui, donc, ou aux problèmes que vous pouvez vous poser ou que vous pourrez vous poser dans les 5 ans. Donc vous avez à peu près 1 minute chacun pour répondre à cette question ou dire un autre mot de conclusion s'il y a un autre mot de conclusion qui vous paraît plus utile. Alors, qui veut prendre la parole ? Le micro est allumé, donc allez-y. Moi, juste pour très clairement, s'il y a des passionnés de chevaux ou d'animaux ou peu importe, on en parlait tout à l'heure et c'est des choses qui peuvent être vraiment très intéressantes. Nous, typiquement, de comparer le parcours d'un cheval à l'entraînement quand il est seul et quand il est derrière un cheval et de voir si ça peut avoir des impacts sur sa performance pure. L'avantage des chevaux, c'est qu'on entraîne les chevaux 10 par 10, on fait 5 lots de 10 chevaux tous les matins, donc ça nous permet de récolter un grand nombre de données. Les entraînements sont assez normalisés, donc on peut se permettre de voir plein de belles choses. Donc nous, on voudrait travailler sur la dépense énergétique notamment, et sur les stratégies de course aussi, de savoir si on appelle ça pour le jargon, se mettre nez au vent pour les chevaux quand ils sortent du peloton pour venir dépasser les autres chevaux. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des chevaux qui préfèrent courir ce qu'on appelle caché. Donc dans le peloton, mais à un moment, il faut bien les sortir. Donc à quel moment, si on est capable de savoir à quel moment il faut sortir le cheval et s'il faut attendre les 50, 100, 200 derniers mètres. Ce genre de problématique, en tout cas, on est très ouvert à tout. Et il y a plein de sujets passionnants sur lesquels travailler. Merci. So we have many applications for physical models of motion. I mentioned activity classification, where we have to deal with massive amount of data.
which certainly would profit from accurate models, because then you can focus on a meaningful part of it, and you can solve problems like the unclear placement of the smartphone, etc., with the help of such models. Indoor localization and tracking is an upcoming field. Centimeter accuracy, for instance, for indoor localization, which heavily relies on inertial sensors and tracking through and with the help of inertial sensors. So motion models will certainly play a role there, because typically people walk indoors. And then a very exciting topic, which will be more the replacement, I like to call it like that, the replacement of the touchscreen by gesture control. So some of you may have heard about Google Soli, etc. So this also is a very interesting combination of physical modeling paired with machine learning approaches, paired with accurate sensors, because this is done by a radar. So you can have your hand anywhere you want, and the smartphone is tracking it automatically by a radar. So I think there are plenty of fields for physical models, for deep learning or machine learning models, or statistical models in general, on microscopic and macroscopic level. Donc les sujets sur lesquels la communauté scientifique pourrait nous aider, effectivement, c'est sur un sujet qu'on a abordé, c'est la mesure des dépenses caloriques pour différents sports. Donc aujourd'hui, PIC se considère comme un des experts sur la partie mouvement. Sur la partie calorique, on y travaille depuis quelques temps, mais il n'y a pas encore de modèle. Ça demande de collecter beaucoup de données pour être sûr que les modèles soient fiables. Donc c'est un sujet sur lequel on attend potentiellement de l'aide ou des éclairages. Il y a également le côté capteur. Donc dans un produit, que ce soit un téléphone ou un wearable, donc les capteurs ont des limitations. On sait que ces capteurs-là, si on passe beaucoup de temps pour les caractériser en température, etc., on a un meilleur modèle. Et derrière, on sera beaucoup plus précis. Donc, définir des méthodes de caractérisation rapides, alors qu'habituellement, les méthodes de caractérisation sont très longues. Donc là, c'est aussi un axe. Également, dans le domaine des réseaux de neurones, oui, on sait que donc, il y a différents types de modèles, par exemple. C'est d'arriver à avoir des outils encore plus performants que ceux qui existent aujourd'hui pour sélectionner le meilleur modèle pour une problématique donnée. Aujourd'hui, on sait que c'est souvent, on tâtonne, on a différents types d'algorithmes, on les essaie les uns après les autres, on regarde les résultats et on prend le meilleur résultat. Donc il y a peut-être des technologies qui peuvent émerger dans ce domaine-là pour nous aider. 30 secondes. Oui, évidemment. Donc, effectivement, moi j'ai une question, parce que si on se compare après tout, on peut faire des performances comme les chevaux. Est-ce que les discours programmatiques sur la science ont un impact sur la qualité de la science? Ça peut paraître comme une boutonne, mais c'est assez sérieux. Et moi, je serais assez curieux de tout ce qui pourrait être une description topologique de ces discours, de leurs invariances au fil des décennies. Merci à tous.